Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont tels sont les principaux faits. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a tenu ce lundi une réunion thématique portant sur le transport urbain et interurbain. Et dans l'actualité internationale, le candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro remporte le premier tour au Lama au Brésil. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti sous la présidence du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed. C'est tenu aujourd'hui une réunion thématique portant sur le transport urbain et interurbain. La réunion qui s'est déroulée dans la salle de conférence de la primature a réuni plusieurs membres du gouvernement, parmi lesquels le ministre de l'Intérieur, celui du budget, celui de l'équipement et des transports et enfin le ministre délégué à la décentralisation. D'autres responsables y ont pris part, dont le secrétaire général du gouvernement et celui de la primature, le directeur du cabinet du Premier ministre, les secrétaires généraux des départements concernés, le secrétaire général du ministère auprès de la présidence chargé des investissements. On a noté également la présence du préfet et du maire de Djibouti, Fadouma Awale Ousmane, de Djibouti-Ville, ainsi que le directeur du Fonds de développement économique de Djibouti. En ouvrant la séance, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a fait un rappel des recommandations formulées lors des réunions sectorielles initiées par le chef de l'État en mai dernier et portant sur les transports. Parmi ces recommandations, l'augmentation et la réorganisation du parc des véhicules de transport en commun, la réglementation de limites d'âge des véhicules d'occasion importés, l'établissement d'une licence professionnelle et enfin l'introduction d'une taxe carbone. C'est à l'aune de ces recommandations que le Premier ministre a invité le ministre de l'Équipement et des Transports à prendre la parole pour exposer les actions entreprises par son département pour répondre aux attentes des citoyens en termes d'amélioration de desserte de la ville, de la réorganisation du secteur de transport urbain et du respect de la sécurité routière. Le Premier ministre a dit... des différentes réunions sectorielles initiées par le chef de l'État dont le but était de faire le bilan sur la situation économique et sociale du pays et auxquelles les membres des différents départements ministériels ont pris part et présenté les réalisations. Les ministères ont pris des engagements afin de satisfaire aux besoins essentiels des citoyens et par conséquent améliorer la qualité de leurs conditions de vie. Par ailleurs, le président de la République avait insisté sur l'urgence de s'atteler et à relever les nombreux défis qui entravent le bon développement humain durable dans notre pays, comme le montrent les indicateurs sociaux. En effet, le chef de l'État m'a confié la charge de suivre la mise en œuvre des recommandations formulées par les différents ministères. C'est pourquoi, depuis la rentrée politique, certains ministres m'accompagnent dans les régions intérieures pour évaluer et suivre le degré des transferts de compétences. Je vous informe que les réunions thématiques seront désormais tenues le lundi et le jeudi et vont concerner tous les thèmes qui ont été traités selon un calendrier établi. Nous sommes donc aujourd'hui réunis ici pour une première réunion portant sur la thématique des transports urbains et interurbains et donc sur l'état d'avancement des actions réalisées par les acteurs concernés si présents. Monsieur le ministre des Transports et des Équipements, je vous invite à nous faire part des actions entreprises par votre département pour répondre aux attentes des citoyens en termes d'amélioration et de dessert de la ville, réorganisation du secteur du transport urbain et le respect de la sécurité routière. Si je peux vous rappeler les recommandations qui ont été formulées, augmenter et réorganiser le parc des véhicules de transport en commun, bus et taxis, réintroduire l'arrêt interdisant l'importation des minibus, établir la réglementation
des limites d'âge des véhicules d'occasion importés, formaliser la filière à travers la mise en place d'une licence professionnelle, enfin introduire une taxe carbone. Quelle approche pour concrétiser le développement des régions? C'est sous cet angle que les parlementaires et les élus locaux se sont retrouvés à l'Assemblée nationale pour réfléchir ensemble sur les méthodes, étapes et moyens à mettre en place pour asseoir sur de solides bases le développement des régions de l'intérieur. L'atelier de réflexion de 3 jours offre ainsi aux députés et aux élus locaux l'opportunité de travailler de concert. L'UE a débloqué un fonds de 50 000 €, soit près de 10 millions de nos francs, pour soutenir la réforme de la politique de décentralisation en République de Djibouti. L'ambassadeur de l'UE à Djibouti, Adam Koulak, et le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, ont ouvert l'atelier. L'ambassadeur de l'UE à Djibouti, Adam, a souligné en substance qu'il s'agit de partager la vision de l'UE sur le rôle des autorités locales et de la société civile dans le processus de développement ainsi que des régions et ainsi parvenir également à une décentralisation réussite. Il a ajouté également c'est ce que l'UE fait depuis plusieurs années avec Djibouti, avec des projets comme le programme d'appui au secteur de la société civile et l'appui direct aux acteurs locaux à travers l'Association internationale des maires francophones. C'est ce que nous allons faire donc de plus en plus dans une logique de développement local avec une volonté d'associer l'aide de l'Union européenne à des mécanismes innovants prévoyant l'implication des acteurs locaux de la société civile. C'est ce qu'a indiqué Adam Koulak. De ce point, qui est normalement réservé seulement aux invités de l'Assemblée nationale, de cette maison de la démocratie que le Parlement est dans tous les pays. Alors je vous remercie avant tout pour ça. Mais je voudrais aussi remercier son Excellence, Monsieur le Président, pour son ouverture à cette initiative. Ce n'est pas pour la première fois que le Parlement abrite des actions initiées par nous, mais adressées à vous tous, ensemble, les députés et les représentants des conseils régionaux. La dernière fois, c'était comme pour la première fois un réseau entre certaines commissions parlementaires et les élus régionaux et locaux s'est tenu. Et aujourd'hui, pour la deuxième fois, on se rencontre pour un séminaire pour l'ensemble des députés et aussi avec la participation des présidents et représentants des conseils régionaux. De son côté, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a précisé que pendant 3 jours, les parlementaires, les élus locaux et les acteurs de la société civile vont partager et débattre avec les experts européens sur le développement territorial, la bonne gouvernance et la décentralisation. Je vous propose de le suivre. De discussion et d'adoption des lois, le Parlement se doit d'être un lieu de réflexion et de propositions afin d'alimenter les débats démocratiques sur les sujets qui préoccupent nos concitoyens. Pour légiférer intelligemment, les députés ont besoin des débats de fond que ce genre d'événement devrait permettre. Il est important à mes yeux que les parlementaires associent à ces travaux et à ces débats des acteurs non étatiques. Dans ce cadre, lors de la réunion du 20 mai 2018, nous avons décidé de mettre en place un groupe de réflexion sur la manière d'impliquer la société civile, les universitaires et les élus locaux dans les travaux parlementaires. Les élus locaux sont certes les acteurs clés du développement local, mais cette question concerne chaque citoyen et devrait susciter le plus vif intérêt de la part de chacun. En effet, en s'interrogeant sur le développement local, nous nous interrogeons sur le devenir de la décentralisation et sa concrétisation. Les parlementaires ont un rôle important à jouer dans ce domaine et leur implication est primordiale. Une telle réflexion de fond saura nourrir la réflexion de tous et mettre en évidence toutes les problématiques à l'ère où d'importantes et nécessaires réformes de l'administration nationale et territoriale sont annoncées. Je vous assure que nous saurons nous inspirer
des bonnes idées qui découleront de vos échanges pour contribuer au développement de nos régions et de notre capitale. Je tiens à remercier tout particulièrement la délégation de l'Union européenne qui a permis l'organisation de ces séminaires. Je lui réitère tous mes remerciements pour son soutien et sa permanente collaboration. Chers experts, je tiens à vous remercier également pour votre présence parmi nous durant ces séminaires. Je ne doute pas que vous saurez, grâce à vos interventions et à vos débats, contribuer à la compréhension du sujet et à mettre en place des méthodologies et actions qui seront faciles à réaliser. Autre actualité de ce 15h, promouvoir le potentiel énergétique du pays. C'est sous ce thème également que le ministère de l'Énergie chargé des ressources naturelles a organisé un séminaire de formation. Le séminaire qui va durer jusqu'au 19 octobre prochain s'est tenu en étroite collaboration avec l'Institut francophone pour le développement durable. Ce séminaire vise à doter les participants des connaissances nécessaires pour assurer l'élaboration et la mise en œuvre réussie des politiques énergétiques des pays francophones. Des participants venus du Bénin, Cameroun, Togo et du Sénégal prennent part à cette formation. Y participent également des représentants des administrations publiques chargés directement du secteur de l'énergie. Lors de son intervention, lors de l'ouverture de cette session de formation, la directrice de l'agence djiboutienne pour la maîtrise de l'énergie, Mme Saïda Omar Abdoulaye, a souhaité la bienvenue aux participants et a rappelé que Djibouti accorde une attention particulière au secteur de l'énergie pour parvenir à transformer Djibouti dans le cadre de la vision 2035. Nous aurons dans quelques instants donc la directrice, mais avant cela, le ministre de l'énergie et des ressources naturelles, Younes Ali Guedi, qui s'est exprimé lors de ce séminaire, a souligné pour sa part que l'organisation de ce séminaire s'inscrit aussi en prévision de la tenue prochaine d'une conférence sur ce thème et la nécessité de développer les énergies renouvelables. Écoutons le ministre. Il est une première à Djibouti. L'organisation de cette formation sur les politiques de l'économie d'énergie est un événement qui n'a pas, en tout cas dans nos archives, d'égal à proprement en parler. Cet atelier est un avant-goût de la prochaine conférence portant sur le secteur de l'énergie, avec un accent sur les atouts et opportunités d'investissement dans les 10 secteurs que mon département ministériel aura l'honneur d'organiser du 20 au 23 octobre prochain, et où on attend la participation d'une dizaine de pays de la région de l'Afrique de l'Est, mais de l'Afrique en général. Et c'est depuis de nombreuses années, la République de Djibouti s'est engagée sur la voie de la vulgarisation de l'utilisation de l'énergie électrique, celle de l'éradication de la précarité énergétique dans nos villes, qui dans nos secteurs ruraux. Tels sont les objectifs dictés dans la vision 2035 du président de la République de Djibouti. Des objectifs que mon cabinet ministériel et des départements tels que la direction de l'énergie, l'électricité de Djibouti ou l'agence djiboutienne de la maîtrise de l'énergie doivent transformer en réalité pour atteindre les objectifs de la dite vision pays. Cette vision s'appuie naturellement sur un potentiel conséquent, puisque mon pays, mesdames et messieurs, a l'avantage de disposer de multiples potentiels renouvelables, solaires, éoliennes, en passant par la géothermie et l'énergie encore marémotrice. Cependant, il est à ce jour bien connu que Djibouti, comme dans la totalité des pays africains, nous dépendons de l'approvisionnement énergétique des énergies fossiles, à base de fioul lourds ou de diesel. À l'ère où le reste du monde passe aux différents types d'énergie renouvelables, propres et exemptes de quelques émissions nocives que ce soit, pour assouvir son appétit énergétique, Djibouti a déjà ses dispositions en s'engageant dans une optique de production électrique 100% verte, décrite dans la vision pays 2035. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de l'appel à la prière à Asr. Je vous retrouve dans quelques instants.
Et donc, nous avons comme invité Madame Saïda Omar Abdillahi concernant donc l'atelier, le séminaire qui s'est tenu ce matin au Palais du Peuple. Saïda Omar Abdillahi, bonjour. Vous êtes directrice de l'agence djiboutienne de la maîtrise de l'énergie. Vous avez donc pris part à ce séminaire de ce matin au Palais du Peuple organisé par le ministère de l'énergie et des ressources naturelles. Première question, avant d'expliquer donc le rôle le but de cette formation qui a eu lieu ce matin. Parlez-nous en gros de cette agence dont vous êtes responsable, ses priorités, ses prérogatives. Merci beaucoup. Donc, l'agence de la maîtrise de l'énergie djiboutienne, c'est une agence qui a été créée en 2013. Donc, nous, notre agence, le but de l'agence, c'est réduire la consommation énergétique. Comment faire des économies d'énergie, tant que pour les appareils, tant que pour la construction. Donc, pour nous, on informe ou on sensibilise la population comment réduire la consommation énergétique. Première question, donc, la politique économique, qu'est-ce que la politique donc, économique de l'énergie? Le but de la formation qui a eu lieu ce matin au Palais du Peuple et sa finalité? Le but de cette formation, d'abord, c'est une formation organisée par l'Institut de la francophonie et du développement durable, qui est un organe de l'OIF. Donc, cette formation, elle est lieu chaque année dans un pays francophone. Donc, aujourd'hui, celle qui a eu lieu à Djibouti, c'est la 8e session. Donc, elle a été liée par 7 pays, tels que le Cameroun, le Togo, Sénégal 2 fois, le Comore, la Mauritanie et le Rwanda. Donc cette formation a un but de former les participants, surtout les participants qui travaillent dans le secteur de l'énergie, pour pouvoir mettre en place une plateforme énergétique pour qu'on puisse s'adapter pour faire les planifications énergétiques de tous les pays francophones. Et surtout de l'Afrique, bien sûr. Effectivement, donc le continent africain veut se doter, j'y arrive, une politique énergétique si elle veut avoir donc un décollage économique. Qu'en est-il donc pour la République de Djibouti pour cette politique énergétique? Donc le secteur de l'énergie à Djibouti aujourd'hui est un défi spécifique et nouveau, qui est vraiment urgent et qui est à l'origine des réflexions engagées dans les réflexions et les développements des énergies renouvelables, qui est le point essentiel du ministère de l'énergie, c'est-à-dire développement des énergies renouvelables, parce que notre pays il est doté d'une potentiel énergétique qui est vraiment à exploiter et qui est en train d'être exploité. Concernant donc les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables telles que la géothermie, l'éolien, le solaire. Donc cet développement qui va nous permettre d'avancer sur notre vision de 2035. En dépit donc des énergies hydroélectriques qui nous préviennent de l'utopie aussi, aujourd'hui Djibouti utilise une énergie verte comme l'hydroélectrique qui nous provient de l'utopie. Dernière question, selon vous, qu'est-ce que nécessite donc aujourd'hui Djibouti pour avoir cette transition énergétique qui lui permettra certainement une croissance économique? Donc Djibouti, elle est placée dans un secteur de Corne d'Afrique où on peut développer des énergies renouvelables. Djibouti, elle avait une forme, à l'origine, on utilise l'énergie fossile. Donc, on s'est développé à utiliser l'énergie hydroélectrique qui nous provient de l'Éthiopie. Déjà, on est dans un état avancé pour pouvoir dire qu'on utilise à peu près l'énergie renouvelable. Donc, pour pouvoir faire cette transition énergétique, c'est de développer des cadres réglementaires qui est en cours au ministère de l'énergie, tels que les objectifs et les missions de la DME, pour ne pas dire qu'on utilise les énergies renouvelables, mais aussi comment utiliser cette énergie efficacement dans la maîtrise de l'énergie. Donc on est dans un secteur ou dans une période où Djibouti elle est en avance et en état d'être un pas sûr pour pouvoir développer les énergies renouvelables et avoir les énergies 100% énergie verte d'ici la vision 2035.
Merci Madame Saïda Omar Abdillahi. Je vous rappelle, vous êtes directrice générale de l'agence djiboutienne de l'énergie, de la maîtrise de l'énergie. Donc merci d'avoir répondu présent dans ce journal. Merci beaucoup. Également dans l'actualité, cette rencontre entre le ministre des Affaires musulmanes et l'ambassadeur du Koweït. Le ministre des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Waqf, Moumen Hassan Barré, a reçu ce matin dans son bureau l'ambassadeur de l'État du Koweït accrédité à Djibouti, Youssef Ben Hussein Al-Qabandi. Le ministre a discuté avec le diplomate koweïtien des questions portant sur les relations bilatérales et notamment le développement des liens de coopération dans divers domaines qui relèvent des attributions du ministère. Le ministre a évoqué également avec l'ambassadeur koweïtien le projet de construction de l'Institut de formation des imams et des prédicateurs qui sera mis en œuvre à Balbala sur financement de l'Organisation caritative internationale du Koweït. Cet institut sera un lieu d'excellence pour promouvoir la pensée de pondération en s'inspirant du Centre international de la pensée modérée qui a été implanté au Koweït et qui constitue une expérience inédite dans ce domaine. Le ministre a passé en revue avec l'ambassadeur les actions menées par son ministère en vue de renforcer la culture de paix et de tolérance et aussi la promotion des activités artistiques et créatives. L'ambassadeur koweïtien a remercié également le ministre pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé et pour les idées avancées qui ont été échangées. Dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes, le ministère de la Femme et de la Famille a clôturé ce matin un atelier de restitution des études sur ces violences et quel secteur de la ville touche-t-il essentiellement. Les études ont également porté sur la pandémie du sida et les efforts de prévention menés. Outre les officiels, cet atelier a vu la participation des représentants de plusieurs ministères. Plusieurs points ont été évoqués, à savoir les différents services mis à la disposition pour contrer les violences faites aux femmes et les conséquences des mutilations génitales féminines. Au nom de la Première Dame, présidente de l'UNFD, et au nom de toutes les femmes djiboutiennes et en mon nom propre, je suis particulièrement heureuse de vous retrouver au siège de notre institution qu'est l'UNFD, mais ma joie et ma fierté sont aujourd'hui à la mesure de l'événement qui nous réunit pour la clôture de l'atelier de restitution des résultats des travaux de la mise en place d'une cartographie des politiques, programmes et services relatifs à la violence basée sur le genre, y compris les mutilations génitales féminines, qui a commencé le 18 septembre au Sheraton Hotel. Honorables invités, un protocole national de référence sur la violence basée sur le genre a été établi par toutes les parties prenantes engagées dans la lutte contre ce fléau pour faciliter de manière holistique la prise en charge des victimes basées sur le genre. Ce pas de géant, c'est le gouvernement et l'UNFD qui l'accomplissent ensemble avec l'appui du FUNIAB qui a soutenu et renforcé la cellule d'écoute financièrement et techniquement depuis sa création à ce jour. Ensemble et main à main, nous allons non seulement assurer mais aussi coordonner nos efforts pour offrir une prise en charge complète et Samedi dernier, la Fédération djiboutienne de sport de boule a tenu son assemblée générale élective au stade Hassan Gouid en présence de Saïda Sikié du comité olympique du haut cadre du SEGS et du huissier Mohamed Belaïftine. Toutes les conditions étaient réunies pour départager dans la transparence les deux candidats en lice. Il s'agissait de M. Ali Elmi, le président sortant, candidat à sa propre succession, contre Hassan Mahmoud Hassan. Sur les 108 électeurs inscrits, seuls 61 votants se sont présentés pour mettre leur bulletin dans l'urne. Après dépouillement, 60 votants ont donné leur voix au président sortant. Un bulletin nul. Le candidat Hassan Mahmoud Hassan, qui s'est désisté au cours, n'a recueilli aucune voix. Ali Elmi s'est déclaré heureux donc de cette victoire, s'engageant à la promotion de cette discipline qui gagne en vocation parmi les Djiboutiens. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde avec Fardous Hussein qui nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Fardous. Et nous commençons avec les présidentielles au Cameroun, cette abstention et les violences en zone
anglophone. Eh bien Ali, alors que les 6,5 millions d'électeurs camerounais étaient appelés aux urnes hier dimanche 7 octobre pour élire leur prochain président de la République, le scrutin était marqué par un fort taux d'abstention et de violence en zone anglophone dans la ville de Boa, capitale du sud-ouest. Des bureaux de vote sont même restés déserts. La présence d'un important dispositif policier pour sécuriser la ville était également présent. Dans l'un des bureaux de vote, seuls 7 électeurs sur les 420 inscrits avaient fait le déplacement environ 1 heure avant la clôture officielle du bureau de vote, 18h heure locale. Les séparatistes anglophones avaient appelé au boycott du scrutin et menacé de s'en prendre aux électeurs s'ils iraient donc voter. 3 hommes armés séparatistes présumés qui tiraient sur des passants à Bamenda, capitale du sud-ouest, ont été abattus dimanche matin après avoir été traqués par des forces de sécurité. Autre présidentielle, cette fois-ci au Brésil, le candidat d'extrême droite remporte le premier tour au Lama. Eh bien, Ali Bolsonaro, candidat de l'extrême droite brésilienne, a failli donc crier victoire dès le premier tour de l'élection présidentielle au Brésil d'hier, dimanche 7 octobre. Arrivé très largement en tête du scrutin, il a remporté les 46,7% des voix selon le tribunal électoral brésilien qui table la participation à 79,7%. Il affrontera au second tour le 28 octobre prochain Fernando Haddad, candidat du Parti des travailleurs, crédité lui à 28,37% des voix. Le score du candidat du Parti social-libéral nostalgique déclaré de la dictature militaire de 1964 à 1985 est bien supérieur au dernier sondage communiqué avant le scrutin. Le Brésil avait rarement été aussi divisé au moment d'aborder une élection durant laquelle les 147 millions d'électeurs devraient aussi désigner les députés de la Chambre basse du Congrès et renouveler les 2 tiers des 81 sièges au Sénat. Près de 2 tiers des électeurs vivent dans le sud-ouest du pays où se trouvent les 2 plus grandes villes brésiliennes, Sao Paulo, Rio de Janeiro, qui penchent en faveur de Bolsonaro. Un quart de ces électeurs résident dans des zones moins développées dans le nord-est du pays, bastion historique du Parti des travailleurs. Un mot de sport pour terminer ce journal. Le roi incontesté du demi-fond, le 5000 et le 10 000 mètres, Mo Farah, s'arrache pour la première fois, Fardous, le marathon de Chicago. Eh bien, Ali, le roi incontesté du demi-fond, comme vous le dites, avec 4 titres olympiques de 2012 à 2016 et 6 titres de champion du monde 2011, 2013, 2015, 2017 sur 5000 mètres, 10 000 mètres. Farah a placé en fin de parcours une accélération à laquelle aucun de ses concurrents n'a pu répondre. Progressivement passé de la piste à la route ces dernières années, le Britannique de 35 ans participait seulement à son 3e marathon. Il a dévancé l'Éthiopien Mosine Jeremo 2 heures 5 minutes et 24 secondes et le Japonais Osako 2 heures 5 minutes et 50 secondes. L'Américain Galen Rupp, tenant du titre à Chicago et médaillé de bronze aux Jeux de Rio, a terminé 5e en 2 heures 6 minutes et 21 secondes. Merci Fardous Hussein pour ces éclairages et merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.